À l'âge de 11-12 ans, d'avoir écrit «Je vais devenir anorexique». Vraiment, comme j'étais plus dans le contrôle de la situation, eh bien, j'ai trouvé un moyen de trouver le contrôle ailleurs et c'est l'anorexie en fait qui s'installe, c'est-à-dire que je commence à devenir obsédée par la perte de poids. Pour moi, c'est tellement impensable de m'être laissée manger comme ça. En fait, je savais même pas que c'était possible. Tout y passait, tout y passait. Et je rentrais chez moi avec mon gros sac. J'étalais tout sur ma table et j'étais partie en mode crise. Honnêtement, à ce moment-là, je suis vraiment au fond du gouffre. Un regard insoutenable en fait sur mon propre corps. Je sais en fait au fond qu'il y a une autre vie qui m'attend en fait. Parce que c'est une expérience qui a littéralement changé ma vie. En fait, je vis du coup ma première libération. C'est ce que j'appelle en fait la semi-guérison. J'avais l'impression d'avoir tout essayé. Et jusqu'au jour en fait où j'ai découvert que je vis une vie beaucoup plus sereine, apaisée et libre. Voilà, moi c'est mon mot, c'est je veux que vous puissiez retrouver votre liberté. Hello! Bon, aujourd'hui une vidéo pas super fun, hein, je vais vous l'avouer, mais une vidéo nécessaire. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon histoire avec les TCA. Comment est-ce que je suis tombée dans les TCA, mon parcours, quelles ont été toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et voilà, je pense que c'est une vidéo qui est importante pour que vous puissiez apprendre à me connaître, voilà, comprendre mon parcours. Et j'espère en fait que vous pourrez vous identifier, vous retrouver dans mon témoignage. Et surtout, à travers ça, retrouver espoir, voilà, que c'est possible de vous en sortir. Parce que voilà, je vais vous le raconter, mais je suis tombée vraiment très, très bas, par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je vis une vie complètement libre et apaisée par rapport à tout ça. Et voilà, je sais que, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de témoignages sur YouTube qui existent déjà et cetera. Mais je pense qu'à nouveau, pour les personnes, qui me suivent, peut-être pour des personnes qui aimeraient potentiellement se faire accompagner, par moi, je pense que c'est bien aussi que vous puissiez, voilà, vraiment apprendre à me connaître en fait et comprendre, qu'est-ce qui m'a amenée, jusque-là aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Voilà, installez-vous, prenez votre petit thé, écoutez-moi en mode podcast. Par où commencer? Telle est la question. Je pense qu'on va commencer, justement par le début, par mon enfance. Je crois que j'étais une petite fille, assez joyeuse. J'ai le souvenir quand même d'une enfance assez heureuse. J'étais un peu faux-folle, j'aimais beaucoup rigoler et cetera. Mais c'est vrai que j'ai quand même très tôt un souvenir d'être une petite fille, assez perfectionniste, à l'école, voilà, je faisais beaucoup mes devoirs, j'étais très scolaire. J'étais un peu dans une quête de validation, que ce soit avec mes parents, avec mes professeurs et cetera. J'étais une petite fille, je pense, assez sensible, et déjà très tôt, je dirais, empathique. J'étais, obsédée, par les personnes âgées et les bébés. C'était vraiment, ma passion. Donc déjà, voilà, on peut voir qu'il y a quand même ce côté, j'aime bien prendre soin des autres. Donc ça, c'était globalement, voilà, un peu pour faire le contexte de mon enfance. Mais par rapport du coup à l'alimentation, au corps et cetera, et bien justement, j'ai quand même très, très tôt des souvenirs, d'être complexée par rapport à mon corps. Vraiment tôt, genre, l'âge de 10-11 ans, avant même d'être formée et cetera, j'ai des complexes. J'ai même, retrouvé une photo où on me voit, sur la plage avec, ma meilleure amie, et je me cache les hanches comme ça parce que je me souviens être complexée par mes hanches qui, voilà, qui faisaient une sorte de petite une mini petite rondeur comme ça, alors que j'étais vraiment mais je mettrai la photo là en description si possible. J'étais vraiment une petite fille tout à fait normale, hein, je crois. Mais j'ai des souvenirs, voilà, d'être complexée et ça j'ai retrouvé ça très récemment, enfin il y a genre peut-être 2-3 ans, mais j'ai retrouvé un carnet, parce qu'il faut savoir que j'écris beaucoup depuis très, très tôt. J'ai 1 milliard de carnets à la maison et j'ai retrouvé un carnet que j'ai dû écrire quand j'avais 12 ans, 12 ou 13 ans, vraiment, pas plus tard que ça et j'écris dans ce carnet, «Je me trouve trop grosse. À partir de demain, je ne mangerai que des clémentines et je deviendrai anorexique. Je vous promets que j'ai écrit ça». Et vraiment, j'étais choquée quand j'ai retrouvé ce carnet parce que autant je savais que, voilà, que j'ai commencé mes TCA quand même assez tôt et tout, mais vraiment à l'âge de 11-12 ans, d'avoir écrit «Je vais devenir anorexique», enfin déjà, j'ai envie de vous dire, qui à 11 ans sait ce que c'est l'anorexie? Enfin,
Donc voilà, un rapport au corps assez, fragile, on va dire, déjà très tôt. Et puis, c'est vrai que je ne peux pas parler de mon enfance, de mon adolescence, sans parler, du contexte dans lequel je vivais à la maison. Parce que voilà, je vis avec mes parents et mes parents, eh bien, voilà, sont, clairement, dans la diète culture. Donc vraiment à fond dans la diète culture, mais sans le vouloir, hein, je pense. D'ailleurs, papa, maman, si vous écoutez cette vidéo, sachez je vérifie juste que mon micro marche. Sachez que je vous aime très fort et que voilà, je ne vous en veux pas. Mais il est vrai que j'ai grandi, dans un foyer où, le rapport au corps, le rapport à la nourriture était quand même très biaisé par la diète culture. Après, je sais que c'est une époque, hein. C'est une époque, c'est l'époque où, voilà, on il y a plein de régimes qui sortent, on commence à dire aux femmes que la cellulite, c'est pas beau, voilà, on vénère, la minceur, enfin, c'est quand même une époque très particulière par rapport à tout ça et je suis justement, enfin, j'ai justement une maman qui est très mince, hein, que j'ai toujours connue, assez mince, très mince, mais qui se trouvait grosse, qui a toujours fait très attention à son alimentation, qui voilà, je la voyais passer devant le miroir et dire: «Oh là là, mais j'ai grossi» et puis, enfin voilà, ça restait quand même assez, un sujet, à la maison et puis à côté de ça, j'ai mon papa, qui, je pense, bah, nourrissait un peu enfin, de manière toxique, on va dire, nourrissait un petit peu les peurs de ma maman parce que, voilà, j'ai des souvenirs de mon papa, critiquer les personnes grosses. Donc je pense qu'il y avait un peu vraiment de la grossophobie internalisée. Mais voilà, je comprenais du coup à l'époque qu'il fallait rester mince, c'était mieux de rester mince et qu'être gros, c'était pas top. Heu, voilà, j'ai des souvenirs de mon papa qui critique, les Miss Météo à la télé, ou qui fait des commentaires sur ce qui fait grossir, pas grossir et cetera. Donc voilà, j'ai quand même grandi là-dedans, donc c'est vrai que avec un petit peu de recul, je me dis que c'est pas, surprenant, hein, que dès l'âge de 11-12 ans, je commence déjà à me questionner par rapport à mon corps. Hem et du coup, justement, en fait, assez tôt, bah, je continue d'avoir ces complexes et puis ça s'aggrave justement au moment où je me forme, enfin j'ai mes règles, je prends un peu de poids parce que je deviens, voilà, une adolescente, une femme, doucement mais sûrement je deviens une femme. Je prends des formes, je prends du poids et en fait, je pense que je le vis vraiment, très, très mal. Je le vis très, très mal, et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le rapport au corps. Je me sens, plus ronde que mes copines, je sais pas, j'ai du mal et puis du coup, je pense que comme je grandis dans ce contexte-là avec, mes parents, moi j'intègre très rapidement en fait dans mon fort intérieur que, bah, il faut que je reste mince, pour, suivre l'exemple de ma maman. Il faut que je reste mince pour être validée, aimée par mon père, parce qu'a priori, il aime pas les gros. Donc voilà, après je sais que ça tout ça c'est inconscient, mais voilà, c'est déjà, voilà, je dirais un terrain quand même très fragile, très propice, hein, pour développer, des TCA. Mais voilà, à part ça, voilà, j'ai ce souvenir du coup, enfin, j'ai retrouvé ce carnet où j'écris ça, mais j'ai pas le souvenir d'avoir un comportement, plus problématique que ça avec la nourriture, à l'époque. Mais il y a un événement, déclencheur, qui en tout cas, a embrayé un peu le reste par rapport à mes TCA. C'est que, je suis en seconde et mes parents m'annoncent qu'on va déménager en Bretagne. Sachant que ça fait vraiment assez longtemps qu'ils en parlent, mais j'ai l'impression que vraiment ils en parlent un peu en l'air, que ça va pas se faire. Et puis un jour, ils viennent me voir en me disant: «Léa, ça va se faire, on va déménager dans quelques mois et tu vas faire ta première en Bretagne». Et je vous avoue que là, en fait, pour moi, ça a été, un gros, une grosse crise existentielle, gros cataclysme parce que voilà, je pense que c'est un âge un petit peu charnière, j'ai 15 ans, j'ai tous mes amis, j'ai tous mes repères, et là on me dit, «On déménage dans une nouvelle ville, tu vas être dans un nouveau lycée, tu vas connaître personne». Donc vraiment pour moi c'est très compliqué, je fais des crises à mes parents, je pleure, je dis à mes parents: «Mais je veux aller à l'internat», genre
there is no way. There is no way I'm moving. Si je fais un peu d'anglicisme, pardonnez-moi, je vis aux États-Unis et je perds peu à peu mon français. Mais bref, donc voilà, j'apprends que je vais déménager et c'est à partir de ce moment-là que je mets en place du contrôle dans mon alimentation. Parce que voilà, ça j'ai mis des années à le comprendre. Mais en fait, j'étais dans une situation où je ne contrôlais pas justement la situation. On me forçait à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Je n'étais pas dans le contrôle. J'étais mineure, je n'avais entre guillemets pas mon mot à dire et voilà, j'étais obligée de suivre le mouvement. Et en fait, je pense que j'étais tellement plus dans le contrôle que je pense qu'il y a une sorte de... En fait, je pense qu'il y a une part de moi qui ne s'est plus sentie en sécurité. Et justement, comme j'étais plus dans le contrôle de la situation, eh bien, j'ai trouvé un moyen de trouver le contrôle ailleurs, d'avoir du contrôle ailleurs. Et sur quoi est-ce que je peux avoir du contrôle? Eh bien, sur mon corps, sur mon alimentation. Et donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à dire ah bah j'ai envie de perdre du poids, donc je fais attention à mon alimentation. Et voilà, je commence à mettre en place du contrôle et je commence à faire du sport. Et le sport devient quand même assez vite une sorte d'obsession. Enfin, d'obsession. Je m'y investis beaucoup. Je m'y investis beaucoup, ça me plaît, ça me fait du bien, voilà. Donc ça démarre un petit peu comme ça. Et puis, je déménage du coup, parce que pas le choix. Et du coup, je me retrouve dans un nouveau lycée, avec une nouvelle classe, je ne connais personne. Je me retrouve aussi toute seule chez mes parents, parce que mes frères et sœurs, eux, partent de la maison. Partent pour leurs études, etc. Donc voilà, je me sens assez seule, je continue le sport. En fait, je trouve, je pense, dans le contrôle de l'alimentation et dans le sport, une sorte de refuge, de sorte de stabilité, quoi. Et puis du coup, bah, je perds du poids. Enfin, en tout cas, je commence à perdre du poids, puis je pense que ça commence à se voir. Et puis c'est vrai que sur le moment, c'est ça le gros problème dans notre société, c'est qu'on me félicite. On me félicite, on me dit: «Putain, trop bien, tu perdu du poids, mais qu'est-ce que t'es jolie comme ça». Voilà, on me félicite, on me fait des compliments, on me dit bravo. Et ça, je fais juste un tout petit aparté par rapport à ça, mais vraiment, si vous voyez que quelqu'un perd du poids, s'il vous plaît, ne commentez pas sa perte de poids, ne commentez pas son corps, parce que vous ne savez pas ce que la personne est en train de traverser. Vous ne savez pas si cette personne, elle est en train de plonger dans l'anorexie comme moi, j'étais en train doucement mais sûrement de le faire. Vous ne savez pas si cette personne, elle est dépressive, qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle est stressée, qu'elle est angoissée. Vous ne savez pas si cette personne, elle est malade. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, donc voilà, si vous pouvez éviter de commenter le corps des gens, ce serait bien sympathique. Je vous remercie. Mais voilà, bref, on me félicite et du coup, je pense que ça vient vraiment confirmer quelque chose en moi de ce truc de « Ah mais en fait, j'ai l'exemple de ma maman qui veut rester tout le temps mince, j'ai l'exemple de mon papa qui critique les gros et du coup, je sais que si je veux être aimée de mon père, il faut que je reste mince. » Encore une fois, je vous dis tout ça, c'est pas conscient à ce moment-là, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui et puis je pense que c'est entre guillemets ce que ressentait mon enfant intérieur. Mais en tout cas, à ce moment-là, la société, l'entourage, les proches, les amis, proches ou lointains, etc., les gens autour de moi qui notifient ma perte de poids viennent confirmer ce truc de « Ah, mais je suis plus aimée, je suis plus validée, je suis plus regardée ». Donc, ça vient confirmer ce truc que je place ma valeur dans mon apparence physique, dans mon esthétique, dans ma perte de poids, enfin dans mon poids. Donc, moi, je comprends à ce moment-là, ok, j'ai plus de valeur, aux yeux des autres en tout cas, j'ai plus de valeur si je perds du poids et voilà. Donc voilà, je continue entre guillemets sur cette lancée, mais sauf que bah, comme je vois que je perds du poids et que ça plaît aux autres a priori, eh bien bah, je continue dans ma lancée. Puis là, je commence à faire des expériences, qui m'auront coûté 10 ans de ma vie. Non, mais je raconte tout ça avec un petit peu d'humour parce qu'il faut bien, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez triste tout ça. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, je mets en place le régime Dukan,
que je ne décrirai pas ici parce que c'est littéralement le régime qui m'a fait plonger dans l'anorexie, mais en vous épargnant un peu les détails, c'est un régime qui est super restrictif, qui demande de supprimer des catégories d'aliments. Et donc, je m'aventure là-dedans et puis je vois que, incroyable, mais je perds du poids super rapidement. Mais non, comme c'est drôle. Donc je perds du poids super rapidement et là, en fait, je mets un pied dans l'engrenage et c'est l'anorexie, en fait, qui s'installe. C'est-à-dire que je commence à devenir obsédée par la perte de poids. Enfin, tout commence à tourner autour de ça. Et je commence à rentrer dans de la restriction vraiment assez sévère. Je commence à rentrer dans des mensonges, dans le sens où voilà, j'essaye de sauter des repas, d'inventer des excuses pour ne pas manger, etc. Le matin, je pars en cours, je saute le petit-déj, où je mange très peu. Pour le midi, il y a soit le self, où je mange genre la moitié de mon assiette, ou soit parfois, et très souvent avec mes copines on faisait ça, le self proposait un sandwich à emporter avec un fruit pour qu'on puisse aller le manger à l'extérieur et puis voilà, se balader en ville avec mes copines et tout. Et souvent c'est ce qu'on faisait, sauf que moi je ne prenais pas le sandwich, je prenais juste le fruit. Donc je passais des journées entières à ne rien manger le matin, à manger un fruit, voire deux, si j'avais de la chance, si j'étais motivée, voire deux donc pour le midi. Et je rentrais le soir en prétendant que j'avais bien mangé à midi, que j'avais trop mangé au goûter et que du coup je finissais la moitié de mon assiette le soir en rentrant à la maison. Et ça, j'ai vécu comme ça pendant des mois et des mois. Donc mais franchement, je pense qu'à l'époque, je devais manger moins de 1000 calories par jour. Enfin, en fait, quand je fais le total et quand je compte ce que je mangeais, vraiment, je mangeais pas grand-chose. Sachant qu'en plus, les dîners à la maison le soir, comme je vous le disais, ma maman, voilà, on a toujours mangé super sainement à la maison. C'était le petit poisson avec les épinards, le riz. Enfin, c'était pas ça qui allait enfin, faire compenser la restriction à côté. Et voilà, et là, ça devient un engrenage parce que je perds du poids, je deviens obsédée avec la balance, et voilà, et tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, mon père m'emmène faire des courses, on se gare, à 300 mètres de la boulangerie pour aller acheter du pain et il me dit, «Bah, tu veux venir avec moi ou tu veux rester dans la voiture?» Et moi, au lieu de juste dire: «Oui, j'ai envie d'y aller, non, j'ai pas envie d'y aller», je me dis: «Attends, mais du coup, je vais y aller, comme ça je vais marcher 300 mètres et je vais remarcher 300 mètres pour revenir à la voiture. Donc ça fait 600 mètres de marche, donc ça fait tant de calories». Donc enfin voilà, tout était comme ça. Je calculais tout, et le goal était de manger le moins possible. Le goal était tout simplement de manger le moins possible et voilà, beh, du coup à ce rythme-là, beh, je perds du poids de plus en plus rapidement. Je me rappelle, le soir, je m'endors avec un sentiment de faim, mais j'étais contente. J'étais là: j'ai faim, trop bien». Trop bien parce que je ne réponds pas à ce besoin de faim et ça me fait sentir, enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire et c'est fou, mais ça me fait sentir bien, en fait, ce contrôle que j'ai sur moi, ça me donne une sorte de sentiment de puissance et c'est fou, en fait. Et je m'endors comme ça en ayant faim, et puis je me touche les côtes comme ça le soir et je sens mes côtes et je me dis: «Trop bien», et je me rappelle m'endormir avec la hâte d'aller me peser le lendemain matin, pour voir si mon poids avait à nouveau descendu. Donc c'est assez dingue, et comme je vous le disais, c'est une période où j'ai l'impression que je me sens bien parce que j'ai ce contrôle que j'ai enfin, ce contrôle en fait que j'exerce sur moi, ça me donne une sorte de force, de pouvoir. Mais à la fois, avec le recul, je m'éteins complètement. Je suis tout le temps fatiguée, j'ai du mal à me concentrer en cours, j'ai du mal du coup, enfin je suis dans bon là ça fait quelques mois que je suis arrivée, tout ça, je me suis fait, pas mal de nouveaux amis, mais voilà, c'est le lycée, c'est les premières soirées, c'est les premiers amours, hem et moi, en soirée, je ne veux pas boire d'alcool, je ne veux pas, manger, sachant qu'en plus à cet âge-là, en soirée, c'est des pizzas surgelées et des chips quoi, donc moi je suis là: «Non, non, non, pas possible». Donc je suis un peu dans ma bulle, j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre et je crois que c'est assez dur pour moi de connecter avec les autres, mais surtout je pense que c'est dur pour les autres de connecter avec moi. Enfin genre je sais pas, je pense que je devais être un peu la fille un peu chelou. Hem
Et voilà, mais malgré tout, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bah, les gens voient que je m'alimente pas beaucoup, que je perds du poids, que ça devient un peu, quand même, voilà, too much. Et là, on commence à s'inquiéter quand même. Il était temps. On commence à s'inquiéter. J'ai mes amis qui me disent: «Mais Léa, tu manges pas beaucoup, mais attends, tu as mangé que ça, mais tu es sûre? Mange ça quand même et tout». Mais moi, j'étais complètement dans le déni. J'étais complètement dans le déni. Je ne voulais pas voir le problème et ouais, j'étais juste dans ce truc de: «Non, non, non, mais moi je fais juste attention à mon alimentation», je ne voulais pas voir le problème. Je ne voulais pas voir le problème et à tel point que enfin, c'est vrai qu'à partir d'un moment, je pense que je commençais à voir qu'il y avait un problème, mais en fait, la voix de l'anorexie, elle était beaucoup plus forte. La voix de vouloir perdre encore plus et encore plus et encore plus, parce qu'en fait, c'était jamais assez. À chaque fois que j'atteignais un nouveau seuil, j'étais là: «Ah putain!» genre, il y avait une partie de moi qui pensait pas que je pouvais aller si loin. Du coup, je voulais encore aller plus loin. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les personnes me disaient: «Mais Léa, tu manges pas assez, mais regarde, nanani», en fait, ça me grisait encore plus, ça me confortait encore plus dans la voie de l'anorexie. Et c'est ça qui est dingue, en fait. Mais c'est vrai que j'ai perdu mes règles. Donc, sachant que j'ai perdu mes règles pendant plus de 3 ans. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois sans cycle menstruel, bon, je me disais: «Bon, quand même, c'est un peu bizarre». Et puis, mes parents m'emmènent, voir un psychiatre parce que voilà, je pense qu'ils sont un peu inquiets et tout. Sauf que ce psychiatre, je pense qu'il était pas vraiment très compétent, parce qu'il me pèse et moi je monte sur la balance et je vois que je fais le poids le plus bas que j'ai jamais fait et en fait, encore une fois, ça me met dans ce truc inverse de tu sais, il y a genre vraiment 2 parts. Il y a genre une part de moi qui voit ce poids ultra bas et qui est là genre: «Ah ouais, genre, OK, tu sais, ça va un peu loin là». Mais il y a vraiment toute une autre part de moi qui prend toute la place, qui est la voix de l'anorexie à nouveau et qui dit: «Yes, ça marche. Vraiment, allez, on continue». Donc voilà et je ressors de ce rendez-vous et j'ai envie de continuer de perdre du poids. Donc voilà, vraiment donc là l'engrenage dans l'anorexie et ça a duré, je dirais, 1 an et demi. Jusqu'au jour, heu, où, je fais ma 1re crise de boulimie, hein. Arriva ce qu'il devait arriver, malheureusement. Enfin malheureusement, j'ai envie de dire non, pas malheureusement. Heureusement, heureusement que c'est arrivé. Ça, c'est la moi d'aujourd'hui qui parle parce que je pense que ces crises de boulimie, même si elles m'ont, fait vivre un enfer pendant des années et des années, je pense qu'en tout cas à ce moment-là, c'était bien évidemment l'instinct de survie, de mon corps. Et que, sans cette crise de boulimie, je serais très probablement, j'aurais été très probablement beaucoup plus loin dans mon anorexie, j'aurais été hospitalisée et cetera. Parce que voilà, je suis descendue à un poids assez bas, mais pas à un poids extrême où j'ai dû être hospitalisée et cetera. Mais voilà, je fais cette 1re crise de boulimie qui en plus aujourd'hui avec le recul, je me dis: «Mais c'était même pas une crise de boulimie, c'est» enfin, en fait, j'ai mangé un chocolat de Pâques. Il y avait un chocolat de Pâques qui traînait sur mon bureau depuis des mois et des mois, que j'avais dû recevoir à Pâques, mais que j'ai pas mangé, hein, évidemment, parce que j'étais tellement en restriction. Et voilà, il traînait sur mon bureau là depuis des mois et je faisais mes devoirs et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je fais mes devoirs, je regarde le chocolat de Pâques et là, je commence à en manger un bout, un 2e bout, un 3e bout, un 4e bout et genre, je ne peux plus m'arrêter. Sachant que c'était un chocolat de Pâques, genre de taille moyenne, genre comme ça, tu vois? Mais en tout cas, je ne comprends pas ce qui se passe en fait, parce que moi je suis tellement dans le contrôle de tout ce que je mange et que ça fait genre 1 an et demi que j'ai pas mangé de chocolat, que je suis là, mais what the fuck, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai l'impression d'être complètement déconnectée de moi-même. Et là, c'est la panique. Là, c'est mon monde qui s'effondre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je fais entre guillemets ma première crise d'angoisse, crise de larmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, voilà, c'est malheureusement le début de la boulimie. Parce que après cette première crise, en fait, pour moi, c'est tellement, impensable de m'être laissée manger comme ça. En fait, je savais même pas que c'était possible, que, je dois absolument compenser. Je dois compenser, je dois absolument retourner dans le contrôle dès le lendemain. Enfin, c'est horrible.
Et voilà, s'installe, la boulimie vomitive parce que du coup, très rapidement, comme je culpabilise énormément, je décide de me faire vomir. Sachant que j'avais entendu parler de la boulimie vomitive parce que pendant l'anorexie, je pense que je m'étais renseignée, enfin voilà, je faisais des recherches sur des forums, il y avait des forums d'anorexiques et cetera, et je savais qu'il y avait des personnes qui se faisaient vomir, mais je pensais pas que ça m'atteindrait moi. Et du coup, voilà, je commence à me faire vomir. Et là, bah voilà, c'est le cercle vicieux qui commence à se mettre en place de la restriction, les crises, la honte. Et là, c'est vraiment bah, l'enfer qui s'installe parce que alors au début, je fais des crises. Voilà, je vais manger des trucs en cachette après les repas, je redescends dans la cuisine, je mange des trucs, etc. J'ai très peur en fait que ma famille me surprenne en train de vomir, sachant que les toilettes sont sur le palier et on entend genre tout. Enfin, on entend pas. Enfin, c'est voilà, l'intimité, voilà, c'était pas ouf. Donc, je commence à me faire vomir dans ma chambre, dans un sac plastique. Enfin, voilà, je mets un sac plastique dans une poubelle et je me fais vomir. Et ensuite, quand tout le monde dort, je vide mon sac poubelle dans les toilettes. Et je me retrouve dans des situations horribles où genre, par exemple, j'ai ces souvenirs horribles où, je sais pas pourquoi, au lieu de vider mon sac de vomi, dans les toilettes, je le vide dans l'évier de la salle de bain. Et bien sûr, ça bouche l'évier parce que voilà, je vomis, donc c'est des morceaux de nourriture. Et là, il y a genre, ça flotte, enfin genre ça bouche l'évier en fait. Ça bouche l'évier et il y a ma sœur qui est là et qui me dit: «Ouais Léa, dépêche-toi, faut qu'on y aille, on part dans 5 minutes». Je sais plus où est-ce qu'on allait, il me semble qu'on allait peut-être aller voir ma grand-mère pour le week-end ou je sais plus quoi. Et elle me presse en mode: «Allez, on y va et tout, faut vraiment qu'on y aille, machin». Et moi je suis là avec mon vomi là qui flotte et je suis là: «Mais qu'est-ce que je fais et tout?» Enfin, et du coup je suis paniquée et je débouche le siphon en dessous pour je sais pas, pour faire vider le truc, mais sauf qu'évidemment, j'ai oublié de mettre un seau, donc en fait, tout le vomi, il dégouline, il coule sur les serviettes propres qui sont en dessous. Donc moi, j'essaie de nettoyer le lavabo un peu mine de rien, puis je suis en mode panique et tout, puis je mets toutes les serviettes en boule sous l'évier, et j'y vais, enfin je pars et je me dis: «Pitié, pourvu que ma mère ne voit pas ça». Et voilà, j'ai dû, je pense, faire une machine quand je suis rentrée. Mais voilà, c'était des situations comme ça où justement, pour pas qu'on m'entende, je me faisais vomir dans ma douche. C'est-à-dire que je prenais ma douche, je me lavais et je me faisais vomir dans ma douche. Je me vomissais dessus. Alors pas dessus, mais genre je me vomisse, enfin j'avais du vomi sur mes pieds, quoi. Donc vraiment, c'était horrible. C'était horrible, mais c'était que le début, hein. C'était que le début malheureusement, parce qu'après je pars faire mes études. Donc je retourne à Angers, pour faire mes études et je me retrouve dans un tout petit appartement. Et là, bah, voilà, c'est vraiment, le cercle vicieux pur et dur. C'est-à-dire que je ne mange rien de la semaine, je mange rien de la journée et je mange genre une soupe le soir. Et je rentre le week-end chez mes parents, et là je fais des crises en fait sur les repas de famille. Donc j'arrive au repas de famille en me disant: «Je ne mangerai pas» ou «Je mangerai très peu». Et puis en fait, dès l'apéro, je sens que ce truc prend complètement, enfin voilà, que je perds complètement le contrôle en fait. Et je commence à manger plein de trucs à l'apéro. Et en fait, dès l'apéro, j'ai déjà plus faim. Mais sauf qu'en fait, après, vous connaissez les repas à la française, c'est l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, bref, ça ne s'arrête jamais. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter, que je me resserre 2 fois, puis je me sers de pain, de fromage et je me resserre et j'aide ma mère à débarrasser dans la cuisine et puis en douce, je finis les plats et genre il faut que genre que j'avale tout ce qui se passe devant mes yeux. Et c'est super dur en fait, j'ai super honte parce que je vois bien que les autres remarquent, enfin, en fait, moi, je veux qu'une chose, c'est être dans ma bulle et je prie pour pas qu'on voit ce qui se passe. Mais je me dis, je suis pas dupe en fait. Ça fait 1 an que que je bouffe rien, et là, on me voit me resservir 4 fois. Alors d'un côté, je pense que mes parents du coup étaient complètement désemparés parce que ça faisait 1 an qu'ils me disaient de manger, et là, ils me voient enfin manger, mais en même temps, je me resserre genre 3 fois, 4 fois. Donc ils se disent, genre, enfin, je me dis, mais ils doivent plus savoir quoi me dire en fait. Et d'ailleurs, ma mère, il me semble qu'au bout d'un moment, elle me fait des réflexions, tu vois. Elle me dit, «Bah, Léa, c'est bon là, tu t'es resservie 2 fois, ça va». Et en fait, moi, ça me met dans une sorte
d'angoisse terrible, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on vient popper ma petite bulle, et j'ai l'impression qu'on me voit et j'ai l'impression d'être vulnérable et c'est horrible, en fait, c'est horrible. Donc voilà, mais ça, c'était que le début, parce que, ensuite, je suis dans cet appartement, toute seule. D'ailleurs aussi, c'est là où je développe, justement de l'anxiété, mais assez forte. C'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse. Je deviens terrorisée, en fait, par le monde qui m'entoure, par les autres, par les relations, enfin voilà, je fais un BTS optique et je me mets une pression de malade, pour les devoirs. Bref, ça va pas du tout. J'appelle tous les soirs mes parents en pleurant. Enfin, c'est très compliqué. Et en fait, je suis tellement mal que je commence à faire des crises, en fait, chez moi, toute seule, sachant que ça n'était jamais arrivé avant, que jusque-là, j'arrivais à me restreindre vraiment la semaine et je faisais mes crises que chez les parents. Et du coup, après, j'étais obligée de compenser et de refaire une crise, enfin, de me restreindre la semaine d'après. Enfin voilà, c'était le cercle vicieux, quoi. Mais sauf que les crises prennent de plus en plus d'ampleur et je fais des crises chez moi. C'est-à-dire que j'ai un ami qui, en sortant des cours, me dépose chez moi, et il me dépose sur une place où il y a un Carrefour City. Et, et du coup, c'est une lutte, en fait. C'est une lutte tous les soirs pour me dire rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi. Mais moi, mon cerveau, il me dit là, il faut que tu ailles t'acheter à bouffer, en fait. Donc, tu vas rentrer dans ce magasin et tu vas acheter tout ce que tu peux et tu vas tout bouffer. Et moi, j'étais en mode lutte, lutte, lutte. Et en fait, évidemment, à chaque fois, je m'arrêtais dans ce magasin. Et là, tout y passait. C'est-à-dire que je mangeais, enfin voilà, j'achetais tout ce qui me donnait envie. Et sachant que j'avais été tellement privée depuis tellement longtemps, que je m'achetais du pain, du beurre, du fromage, je m'achetais des gâteaux, je m'achetais des chocolats, je m'achetais des bonbons, je m'achetais des chips, je m'achetais des gâteaux apéro, je m'achetais des boîtes de conserve de raviolis, je m'achetais des plats préparés de hachis parmentier, je m'achetais des sandwichs tout faits, voilà, tout y passait, tout y passait. Et je rentrais chez moi avec mon gros sac de courses, j'étalais tout sur ma table et j'étais partie en mode crise. J'étais partie en mode crise, et là je mangeais tout ce que je pouvais manger, mais vous pouvez pas vous imaginer, en fait. Je mangeais jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Je mangeais jusqu'à ce que ouais, limite, je ne pouvais même pas rester debout tellement j'allais manger. Et je me faisais vomir. Je me faisais vomir. Après, je pense que je mangeais tellement et je ne sais pas, je crois pas que j'arrivais à me faire vomir complètement, parce que j'allais me coucher, j'étais quand même hyper gonflée, puis j'étais très mal et tout. Et je dors très mal, je dors très très mal évidemment, je transpire, je suis vraiment mal, je culpabilise, je ne comprends pas, en fait. Je me dis mais mais pourquoi? Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, petit instant, on veut du vrai. J'ai eu des petits problèmes techniques, des petits problèmes de micro, des problèmes de son, bref, pas mal de problèmes, hein. Je suis débutante sur YouTube, n'oubliez pas. Donc voilà, je m'excuse, j'ai dû refilmer la deuxième partie de cette vidéo, donc nous sommes actuellement un autre jour, un autre moment. Mais voilà, je vais continuer là où je m'étais arrêtée. Je vous racontais que voilà, les crises de boulimie commencent vraiment à s'installer de manière assez intense. Voilà, je commence à faire des crises, d'énormes crises, presque quotidiennement. Inlassablement, je vis dans une lutte contre ces crises. En fait, c'est comme si je vivais avec une sorte de dualité entre mon mental qui veut absolument rester et absolument écouter, en fait, la voix de l'anorexie qui est encore là, qui veut juste perdre du poids, qui veut juste maigrir, qui veut juste contrôler. Et à côté de ça, il y a mon corps qui lui reprend ses droits, et qui me pousse, en fait, dans la boulimie, dans les crises. Et c'est très compliqué pour moi à vivre, très, très compliqué. C'est vraiment l'enfer, en fait. À ce moment-là, je pense que je suis vraiment plus que l'ombre de moi-même. Je suis, comment dire? Complètement,
absorbée par ce que je traverse, par les crises, par le fait de vouloir compenser. Les soirs où je ne m'arrête pas au magasin, et c'est très rare, je passe mes heures, mais des heures et des heures sur un elliptique, parce que là où je vivais à l'époque, dans l'immeuble où je vivais, il y avait une petite salle de sport, et je passais littéralement toutes mes soirées, mais plusieurs heures sur cette elliptique. Je faisais mes devoirs dessus, j'apprenais par cœur mes devoirs sur cette elliptique. Donc bref, en fait, chaque moment où je peux faire du sport, j'essaye de contrôler via ce biais, et j'essaye de me restreindre le plus possible dès que je peux. Mais évidemment, ça ne vient que nourrir le cercle vicieux. Je m'enferme complètement dans un cercle vicieux. Donc c'est vraiment voilà, une période très compliquée de ma vie. Je suis vraiment dans un état de santé mentale catastrophique. Honnêtement, à ce moment-là, je suis vraiment au fond du gouffre. J'ai des pensées suicidaires, j'ai des idées noires, voilà, clairement, j'ai envie de mourir, quoi, parce que je ne sais pas ce qui se passe, et j'ai honte, je me sens si mal, je me sens si seule. Je me sens si seule parce qu'en final, je n'en parle pas, en fait. Je n'en parle pas, je vis ça de mon côté, et c'est très compliqué. Donc voilà, et en fait, voilà, les mois défilent, et en fait, malgré la restriction, malgré le fait d'essayer de faire du sport, etc., je pense que j'ai jamais vraiment réussi à complètement me faire vomir. Et en fait, je prends du poids assez rapidement. Je prends du poids assez rapidement, et la prise de poids est vraiment très difficile à vivre. Je suis extrêmement mal dans mon corps. J'ai envie de me cacher, et d'où l'envie aussi de juste de disparaître, quoi. C'est très compliqué pour moi à ce moment-là de faire face au monde extérieur, de faire face à ma famille, de faire face au regard de mes proches qui me voient évoluer, qui me voient changer. Et voilà, j'ai un regard insoutenable, en fait, sur mon propre corps. Et voilà, c'est une période très douloureuse où je commence même à me scarifier. Je suis dans une haine de moi-même. C'est vraiment horrible. Alors voilà, après j'ai malgré tout tout de suite, enfin tout de suite, au fur et à mesure, je suis dans un état, en fait, si mal que je fais des appels à l'aide. J'essaie de me faire aider. Donc je vois différents thérapeutes, différents professionnels de santé. Mais en fait, à un moment donné où j'ai l'impression que j'essaye tout, mais il y a rien qui fonctionne, en fait. Donc évidemment, je vois mon médecin généraliste, je vois des psychiatres, parce que financièrement, à l'époque, j'étais étudiante, donc je pouvais pas vraiment me permettre de voir des thérapeutes et des psychologues, etc. Mais ça ne fait rien, donc je me débrouille, je ne sais plus comment. Honnêtement, je ne sais plus comment je faisais financièrement à l'époque, mais je me débrouille pour voir des thérapeutes. Alors je pense que c'est intéressant d'un sens, parce que voilà, ça me permet de questionner un peu mon rapport à moi, mon rapport au passé, mon rapport à mes parents, etc. Mais ça ne me donne aucun outil concret pour aller mieux. J'ai toujours mes crises, et je dirais même que je me dis, en fait, je pense que ça, limite, ça empirait les choses, parce que en fait, les psys que je voyais à l'époque me mettent dans la tête que mes crises sont dues à un problème profond, un problème émotionnel, un trauma qui est enfoui, etc. Via la thérapie, je questionne un peu mes parents, etc., et j'apprends que ma maman aurait perdu un bébé juste avant moi. Et du coup, je commence à rentrer dans des histoires de je mange pour deux. Enfin voilà, tout un tas d'histoires qui me font valider ce besoin de manger énormément. Mais sauf que, en fait, moi, je m'enfonce dans ces histoires-là, et ça ne change rien, en fait. Je continue à manger et à avoir toutes ces crises. Et en fait, j'ai même une thérapeute un jour qui me dit, je pense, voilà, qu'elle doit se lasser de me voir revenir toutes les semaines en pleurant parce que j'ai encore fait des crises. Et elle me dit, mais si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi. Et elle me dit cette phrase, et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a énormément choquée, dont je me souviens toujours aujourd'hui, parce que voilà, ça vient confirmer l'idée que mes crises, c'est comme si j'avais le pouvoir de les arrêter, ou qu'en tout cas c'était une question de volonté. Si je le fais pas pour moi, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Ça veut dire que
Ça veut dire qu'avec de la volonté, j'ai le pouvoir d'arrêter mes crises pour vous. Enfin, et en fait, je trouve ça dingue parce qu'à cette époque, en fait, il y a vraiment aucun professionnel de santé qui a pu me dire: «Madame, ce que vous expérimentez, c'est complètement normal. Vous êtes en train c'est votre instinct de survie, c'est votre corps qui se, déchaîne après des mois et des mois de restrictions, de malnutrition. Vous étiez dans un état de malnutrition. Donc si vous avez des crises aujourd'hui, c'est normal». Et en fait, j'aurais tellement aimé, mais j'aurais tellement aimé que quelqu'un puisse me dire ça et m'aider à naviguer, en fait, tout ça. Mais à l'époque, on me dit pas ça, on me voilà, on continue de me faire comprendre que c'est parce que je mange mes émotions, que j'ai une souffrance intérieure si profonde que j'ai besoin de manger pour remplir un vide, et cetera. Donc voilà, c'est très compliqué, mais voilà, je vois plein d'autres thérapeutes, je vois une sophrologue, je vois des kinésiologues, je fais même une thérapie de groupe à Paris qui me coûte, une blinde. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois des magnétiseurs. Enfin voilà, vraiment j'essaye, tout, vraiment pour aller mieux. Alors ça me fait du bien sur le moment. Je sors du rendez-vous, pendant 2-3 jours, ça va un petit peu mieux, puis en fait, voilà, il y a rien de concret qui m'aide, vraiment à sortir de ces crises et du coup, je continue comme ça et donc voilà, ce serait difficile de vous raconter, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça s'étale vraiment sur, plusieurs années, et je suis pendant plusieurs années, en fait, dans ces crises de boulimie quasiment quotidiennes. Et dans la lutte, dans le sport, je suis obsédée par le sport, c'est-à-dire qu'il faut absolument que j'aille faire du sport, quasiment, tout le temps, même quand j'ai des soirées avec mes amis et cetera, que je me couche à 5:00 du matin, vous pouviez être sûrs qu'à 7:00 le lendemain, à 8:00, avec 2 heures de sommeil, j'allais à la salle de sport. Voilà, c'était, une obsession et en fait, l'alimentation restait une obsession, c'est-à-dire que je me lançais dans des expériences, voilà, de restrictions, je faisais des cures de jus, donc je ne buvais que des jus, genre pendant une semaine. Après des crises, je pouvais ne pas manger, pendant, 2 à 3 jours et voilà, cette volonté-là, qui fait que j'arrivais à me restreindre pendant 2 ou 3 jours, mais en fait, elle ne tient qu'un temps. Et évidemment, les crises, reprennent de plus belle et voilà, j'ai honte, je suis, complètement, désemparée, je ne sais plus quoi faire, en fait, pour m'en sortir, d'où, voilà le vraiment, une période très sombre de ma vie et puis, je pense que, voilà, j'évolue petit à petit, sur ce chemin et voilà, je pense que je prends conscience petit à petit que, en fait, plus je me restreins, plus je suis dans la compensation, plus je me prive de manger, pire mes crises sont. Donc j'essaie quand même, voilà, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, je me dis, enfin, je commence à remanger, on va dire, normalement, à remanger, voilà, des petits déjeuners, à éviter de justement me restreindre et cetera. Mais voilà, je tombe, dans l'orthorexie. L'orthorexie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une obsession de manger sainement. Donc disons que je n'ai plus forcément de restrictions physiques à proprement parler parce que j'essaie de manger à ma faim, mais je suis dans un contrôle permanent parce que tout ce que je mange doit être sain. Et donc, entre guillemets, «tout va bien» quand je suis chez moi, que je peux, cuisiner mes petits plats, que je sais exactement ce qu'il y a dans mes plats et cetera. Mais très vite, en fait, ça devient, pardon, très compliqué pour moi dès que je, mange chez des amis, dès que je mange chez mes parents, dès que je vais au restaurant, dès que je sors, en fait, de ma routine et de ma zone, de confort. Donc voilà et l'alimentation reste une obsession, une charge mentale quotidienne, je ne pense vraiment, quasiment qu'à ça tout le temps et les crises, je pense, commencent un peu à s'espacer, mais j'en fais quand même très régulièrement. Je pense que j'en fais au moins une ou 2 par semaine, avec des périodes un peu mieux, des périodes moins bien, où parfois je peux même en enchaîner plusieurs crises par jour, où c'est très, très compliqué. Et puis, c'est aussi les débuts d'Instagram, avec le début des comptes de fit girl, c'était très en vogue, à ce moment-là. C'est l'époque où, il y a les comptes comme Sissi Mua qui commencent à débarquer, il y a Instagram qui commence et cetera et ça, mine de rien, je pense que le début des réseaux sociaux m'a aussi quand même pas mal influencée à vouloir absolument rester dans le contrôle et à me dire que voilà,
il faut absolument que j'arrive à retrouver le corps que j'avais avant, quoi. Donc ça me maintient vraiment dans ce truc-là. Et globalement, voilà, c'est une époque où c'est quand même globalement dur, en fait. J'ai l'impression de toujours devoir faire semblant d'aller bien. En tout cas, avec ma famille et mes amis, je suis la personne qui, en image, rigole, qui en image, potentiellement, est heureuse, etc. Mais en fait, par derrière, je suis vraiment très très mal. Et je suis à l'époque, donc voilà, à travers toutes ces années, du coup, bah, je finis mes études, je commence un nouveau travail là dans l'optique, etc. Et en fait, je suis pas très heureuse dans ce que je fais. Alors, certes, bien sûr, parce que j'ai mes TCA qui me pourrissent la vie, mais aussi parce que je pense que j'ai choisi ces études. Donc, j'ai choisi de devenir opticienne, mais j'ai choisi ces études quand j'étais au pic de mon anorexie. Et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout épanouie là-dedans. Je me sens pas du tout à ma place. Je m'ennuie beaucoup. Et en fait, j'ai des grands rêves de voyage. Je sais, en fait, au fond, qu'il y a une autre vie qui m'attend, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible que ma vie, ça soit ça, en fait, tout le temps. Je me sens pas bien dans mon travail, je me sens pas bien dans ma vie. Je savais qu'il y avait une petite flamme d'espoir en moi, qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait. Parce que là, ma flamme, justement, elle était complètement en train de s'éteindre. Mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais non, il y a autre chose. Et en fait, voilà, cette idée de partir voyager a mis du temps à prendre forme, parce que évidemment, qui dit voyager dit partir seul, partir hors de sa zone de confort. Et du coup, quand on a quand on a des TCA et qu'on est ultra dans le contrôle de son alimentation, et c'est compliqué de s'imaginer partir et de ne plus avoir aucun repère. Donc c'est une idée qui a mis du temps à faire son chemin. Mais en fait, je pense qu'à partir d'un moment, il y a eu un truc de la peur de l'inconnu est devenue moins grande que la peur de rester dans la vie dans laquelle j'étais. Et j'étais vraiment dans ce truc de si je continue comme ça, je vais complètement m'éteindre, en fait. Si je continue comme ça, voilà, j'avais des idées noires, tu vois. Si je continue comme ça, c'est pas possible. Donc, en fait, il y a un moment donné où je pense que j'ai senti que j'avais plus le choix. En fait, j'avais plus le choix. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains et il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, en fait, en 2016, j'ai décidé de donner ma démission. Et je voulais apprendre l'anglais, donc je me suis dit que j'allais partir à Londres en tant que jeune fille au pair. Et voilà, et je vous épargne les détails parce que c'est un petit peu long et compliqué, mais grosso modo, j'ai quitté mon travail, j'ai trouvé une famille, et en fait, 3 semaines avant le départ, la famille m'a expliqué pour raison X que ils allaient pas pouvoir, en fait, et que du coup, voilà, ils m'ont planté, quoi. Au dernier moment, ils m'ont planté. Et voilà, ça m'a fait un petit peu paniquer parce que moi, j'avais déjà quitté mon travail. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui partaient à Londres et qui cherchaient un travail et qui cherchaient un appartement et voilà, qui faisaient une expérience comme ça à l'étranger. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et franchement, quand je repense à la Léa de l'époque qui était ultra angoissée, qui faisait des crises quand même super régulièrement, voilà, encore une fois, j'étais dans un état de santé mentale quand même très fragile, je me dis: «Waouh, j'ai quand même eu vachement les couilles». J'ai quand même eu vachement les couilles d'oser, et je remercie, mais je remercie tellement la Léa de cette époque-là d'avoir osé, d'avoir affronté ses peurs, parce que je pense que si elle avait pas fait ce pas-là, honnêtement, je sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui, parce que ça a été vraiment ce voyage à Londres a été le début d'une nouvelle vie. Ça a pas encore été le tout début. Il y a une autre expérience après ça qui a été vraiment le vrai début de ma nouvelle vie. Mais en tout cas, ça a été un pied à l'étrier. Et donc, je suis partie à Londres et j'ai réussi à trouver un travail, j'ai réussi à trouver un appartement, et je me suis fait des amis, etc. Donc, sur le papier, entre guillemets, tout se passait bien. Mais voilà, c'est ma première expérience à l'étranger. Je ne me connaissais pas, en fait, à l'époque. Je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas mes besoins, je ne connaissais pas mes limites, je ne savais pas, j'avais pas conscience à l'époque que j'étais hypersensible. Donc je me retrouve dans cette ville immense qui est quand même assez stressante à vivre au quotidien, et je me retrouve surtout à travailler dans un bar-restaurant le soir, et les gens sont bourrés, me parlent anglais, je comprends rien,
et mes patrons prennent de la drogue, et enfin voilà, bref, c'est un environnement qui vraiment, avec le recul, mais ne me correspond mais pas du tout. Et voilà, et en fait, je pense que malgré tout, je suis dans un environnement qui est tellement nouveau que passer les 2 premières semaines un peu, d'excitation et de nouveauté, et bah, je retombe, vraiment très fort, dans les angoisses, dans les crises de boulimie et cetera, et du coup, je suis tellement mal à nouveau que je décide de rentrer en France. Hem et là, c'est à nouveau une période assez compliquée parce qu'en plus, voilà, je rentre en France, j'ai plus de travail. À côté de ça, j'ai mes parents qui ne comprennent pas ce que parce que voilà, je pense qu'ils ont peur pour moi, ils s'inquiètent et ils se disent: «Mais je comprends pas, elle avait un CDI, elle était en sécurité, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi?» Donc voilà, et puis en fait, ensuite, je discute avec une amie qui me parle du chemin de Compostelle, et en fait là, ça a été un peu le gros changement parce que, du coup, je décide de faire le chemin de Compostelle, et là, c'est vraiment du coup le début, de ma nouvelle vie, on va dire, parce que, c'est une expérience qui a littéralement changé ma vie. C'est une expérience qui a changé ma vie parce que, je pense que c'est la première fois de ma vie, à ce moment-là, que je me sens autant vivante, que voilà, je fais des rencontres, incroyables, je retrouve la joie de vivre. Je suis dans une bulle, et vraiment c'est un temps que je prends pour me reconnecter avec moi-même parce que je n'ai pas le choix, en fait. Je marche pendant des heures et des heures et des heures chaque jour avec moi-même, avec d'autres personnes avec qui, en en effet miroir, je pense que j'arrive à comprendre, en fait, plein de choses. Je connecte de manière très profonde avec ces gens. Puis en plus, le chemin de Compostelle, ça a quand même une connotation quand même très spirituelle. Voilà, on parle, je «découvre» entre guillemets le monde de la spiritualité, du développement personnel, et cetera. Donc ce monde-là s'ouvre à moi, et je commence, voilà, à découvrir ces concepts de bienveillance, de compassion, d'acceptation de soi, enfin, toutes ces choses-là, en fait, pour lesquelles, je n'étais pas du tout, ouverte à tout ça, en fait, avant, et voilà, c'est une expérience qui est magique, et puis je pense qu'au-delà de ça, sur le côté purement alimentation et contrôle, évidemment, ça me fait peur d'aller sur le chemin parce que je sais que, je pourrais pas forcément contrôler tout le temps mon alimentation. On dort parfois dans des auberges avec des personnes qui nous reçoivent, qui cuisinent pour nous, et cetera. Donc forcément qu'au début, ça me stresse énormément, mais en même temps, c'était exactement ce qu'il me fallait parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, de lâcher prise, et donc au début, ça me stresse, mais en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que, en fait, tout va bien. Je C'est pas parce qu'on cuisine pour moi et qu'il y a du beurre, dans un plat que, je prends du poids, ou que quelque chose de grave se passe, et puis, en fait, comme je suis très souvent, enfin, en tout cas, très rarement seule, en fait, je fais, très, très peu de crises sur le chemin. Donc je sais pas, j'ai peut-être dû en faire une ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, beaucoup moins que d'habitude, et puis il y a ce truc où, je marche quand même, je suis active, donc je pense qu'il y a ce truc un peu, salvateur et guérisseur de juste se retrouver avec soi, de marcher en pleine nature, et de faire, des rencontres, enrichissantes. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui m'aide, énormément à lâcher prise, et en fait, une fois que j'arrive, à Compostelle, donc à Santiago en Espagne, je suis tellement bien que je décide de rester sur le chemin et de continuer de marcher, et je fais un petit bout du chemin portugais. Donc je marche en gros de Compostelle à Porto, à pied, et là, c'est un chemin du coup que je fais toute seule parce que tous mes amis du chemin, eux, s'arrêtent à Compostelle, rentrent chez eux, et cetera, et du coup, je fais ce chemin portugais, et là, je sais pas, je pense que je vis pour la première fois vraiment une sensation de guérison intense, de libération. Parce que c'est vrai que voilà, sur le chemin, évidemment, ça me fait énormément de bien, ça me permet de lâcher prise, et cetera. Mais je sens que voilà, un peu le stress, les pensées, pour la nourriture, la peur de grossir, et cetera. Voilà, ça reste un petit peu là, c'est toujours un petit peu là en sourdine, et cetera. Mais je ne sais pas, sur ce chemin portugais, je me retrouve toute seule, et c'est comme si toutes les graines que j'avais plantées le long du chemin commençaient vraiment à germer, et là, j'ai vraiment une sensation pour la première fois de guérison, de libération. J'ai l'impression que j'arrive
que je me prends pas la tête avec la nourriture, que je mange de tout, que je retrouve plaisir à manger. Je retrouve plaisir à manger des choses qui me faisaient très peur de manger avant et au final, là, je les mange et je sens que tout va bien. Et en fait, c'est sur ce chemin que je commence à sentir en fait que je perds du poids. Je le vois en fait que je m'affine naturellement, alors que je remange des choses qui pour moi faisaient grossir, etc. Mais j'étais tellement dans une sorte de bien-être à ce moment-là que les choses se font hyper naturellement, que j'arrive voilà, à écouter mon corps, etc. Et je sens que je mincis naturellement, mais je pense qu'au-delà du poids physique, c'est vraiment un poids mental, c'est un poids qui s'enlève de mes épaules, de toute cette charge mentale, de tout ce contrôle, de toutes ces peurs. Et en fait, je vis du coup ma première libération et je vois, enfin voilà, j'arrive à Porto et je vais dans une auberge et je me fais d'autres amis et je fais la fête. Et voilà, enfin vraiment, c'est vraiment un souvenir assez merveilleux que j'en ai. Donc c'est vraiment voilà un gros une grosse dose d'espoir parce que j'avais vraiment pas ressenti ça depuis des années. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que je dis que le chemin de Compostelle a été vraiment le début vraiment de la guérison, quoi. Le début de la guérison et du coup, voilà, après le chemin, je rentre chez moi, je me sens beaucoup mieux, je vais beaucoup mieux. J'ai envie de continuer à voyager, mais je ne sais pas encore exactement comment, je ne sais pas comment, comment est-ce que je peux mettre ça en place, quelles sont les opportunités que je peux avoir, etc. Et c'est vrai que du coup, au bout d'1 mois, je reviens chez moi et je retrouve un peu mes petites habitudes de vouloir faire mes bons petits plats, de manger sainement. Voilà. Et en fait, mes anciens schémas, mes anciens mécanismes de contrôle se remettent en place petit à petit. Et à ça s'ajoute du coup le stress de me dire, mais voilà, globalement, je me sens un petit peu perdue, quoi. Même si le chemin a été une expérience incroyable, je sais que je ne veux plus travailler en tant qu'opticienne et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais que je veux voyager, mais voilà, encore une fois, je ne sais pas comment est-ce que tout ça va prendre forme. Et du coup, bah, le stress plus le contrôle qui se remet en place de manière assez inconsciente et bah, fait que je retombe un peu dans mes vieux schémas de crise. Alors à nouveau, c'est pas comme avant, mais voilà, c'est encore des crises qui sont là de temps en temps, assez régulièrement. Et voilà, et en fait, voilà, après ça, j'arrive finalement du coup à trouver des opportunités de voyage et c'est ce que j'appelle en fait la semi-guérison, dans le sens où je pense que c'est une période en fait où en fait si j'ai commencé à aller mieux, c'est notamment grâce au lâcher prise, mais c'est surtout aussi parce que je pense que heu j'ai trouvé une autre définition à ma valeur, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où avant, du coup, j'étais vraiment dans la peur constante du regard des autres. Je plaçais ma valeur dans le regard des autres. Je plaçais ma valeur dans mon poids, dans mon esthétique. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à faire des expériences qui m'ont donné énormément confiance en moi, qui m'ont donné, voilà, qui ont reboosté mon estime de moi parce que je me suis dit: «Mais voilà, je suis capable de partir toute seule, je suis capable de partir avec mon sac à dos et de faire tout ça par moi-même en fait. Et je suis fière de faire ce chemin un peu atypique. Je me souviens vraiment ressentir cette fierté de bah ouais, j'ai pas un chemin comme les autres. J'ai pas fait 10 ans d'études et puis j'ai un boulot et je m'installe dans une ville comme toutes mes amies le faisaient. Non, moi j'étais un peu le vilain petit canard, j'ai envie de vous dire, qui décide de tout faire valser et d'aller voyager et c'est ce que j'ai appelé l'école de la vie. Et ça m'a énormément apporté parce que voilà, j'ai pu reprendre confiance en moi et remettre ma valeur à ce niveau-là pendant tous ces voyages. Et du coup, c'est pour ça que j'appelle ça la semi-guérison, c'est-à-dire que c'est une période où je m'épanouis énormément en fait sur le côté personnel. Je voyage donc voilà, pour vous encore une fois pour vous épargner tous les détails, mais je pars en Islande. Donc je pars en Islande. Hem Et là, c'est voilà, c'est une magnifique expérience où je fais aussi de magnifiques rencontres. Je rencontre mon mari avec qui je vis aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, en fait, le chemin a été un peu le propulseur de toutes ces expériences.
Et puis ensuite, je suis partie au Guatemala, j'ai fait du volontariat au Guatemala, j'ai ensuite fait un PVT au Canada, et cetera. Enfin, tout s'est un petit peu enchaîné et donc c'est des expériences qui m'ont énormément nourrie, qui m'ont fait sentir, voilà, à nouveau, vivante et qui, je pense, m'ont sortie de ma dépression, clairement, hein. Je pense que j'ai jamais été diagnostiquée dépressive, mais je pense que je l'étais. Donc, voilà, c'est des expériences qui m'aident à sortir de ma dépression et à, voilà, à nourrir mon âme et voilà, je me découvre des passions pour la nature, c'est à l'époque où je deviens très écolo, etc. Je deviens végétarienne. Euh, donc voilà, c'est vraiment une époque où je me découvre moi, je découvre que je suis hypersensible. Voilà, vraiment, j'apprends à me connaître en fait à travers toutes ces expériences. Euh, mais, mais à côté de ça, je reste dans une quête en fait un peu interminable de m'en sortir, de guérir parce que j'ai toujours en fait ces crises qui sont un peu en arrière-plan. Alors, il y a des moments où ça va beaucoup mieux, des périodes où ça va beaucoup mieux, où pendant plusieurs semaines ça va très bien. Et puis en fait, voilà, il y a d'autres moments où ça revient. Et du coup, c'est vraiment une période de ma vie pendant tous ces voyages où je suis vraiment dans une quête d'aller mieux, dans une quête de comprendre, dans une quête de guérison. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation qu'avant. Voilà, mon poids, on va dire, a assez fluctué au fur et à mesure de toutes ces expériences. Je suis pas encore très très bien dans ma peau, mais j'arrive un petit peu mieux à m'accepter. J'arrive un petit peu mieux à être en paix par rapport à ça. Mais voilà, c'est un peu on and off. J'ai encore des périodes où j'ai envie de perdre du poids, où l'orthorexie reprend le terrain, où je suis dans le contrôle. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que du contrôle pur et dur de mon alimentation, je rentre dans le contrôle de ma guérison. Par exemple, je m'intéresse aux neurosciences, j'essaie de comprendre exactement comment est-ce que le cerveau fonctionne, etc. Donc c'est des choses vraiment qui me passionnent et vraiment je comprends du coup tout le mécanisme des pulsions, le mécanisme des crises. En fait, je comprends plein de choses et à la fois je suis un peu dubitative et interrogative en fait parce que je me dis mais je comprends pas. Effectivement, je sais que toutes ces crises en fait ont eu lieu à cause d'une restriction que j'ai eue il y a des années en arrière lors de mon anorexie. Mais là, je me dis, mais attends, ça fait quand même des années que je me renourris plus ou moins normalement. Donc pourquoi est-ce qu'il y a encore ce mécanisme qui s'active? Donc voilà, je suis vraiment en train d'essayer de comprendre, de rechercher, etc. Je m'intéresse à la régulation du système nerveux. En plus, c'est une époque du coup où je voyage beaucoup et du coup, je fais des rencontres et à nouveau, je suis vraiment un peu dans ce monde de spiritualité, de développement personnel, etc. Donc, je me mets à tout ce qui est yoga, méditation, des exercices de respiration, etc. J'allais dire same. Excusez-moi encore pour l'anglicisme. Mais voilà, je sens que tous ces petits exercices, la méditation, etc., certes, ça me fait beaucoup de bien. Et certes, ça m'aide. Mais bah, ça ne vient pas, évidemment, résoudre le problème non plus. Et puis, je m'intéresse aussi ça en lien aussi avec les neurosciences, mais à la dopamine. Je me dis, mais en fait, j'ai un problème de dopamine. Peut-être que, voilà, j'essaye vraiment de tout analyser, de tout essayer de comprendre. Et je dirais que la période où vraiment ça a été le mieux, c'est quand j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation intuitive et voilà, j'ai vraiment essayé voilà, de reconnecter avec mon corps, de plus écouter ma faim et juste vraiment d'être beaucoup plus dans un mindset d'abondance, de permission, etc. Et là, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à perdre du poids naturellement. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, etc. Mais mais j'avais encore un peu des crises de temps en temps. Alors encore une fois, pas énormément, évidemment, ça a été loin d'être comme c'était avant, mais une fois toutes les 2-3 semaines, une fois par mois, 2 fois par mois, j'avais des crises de boulimie. Et en fait, ça me rendait malade. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression, vraiment, d'avoir tout essayé. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà, et du coup, je suis restée comme ça pendant plusieurs années. Et jusqu'au jour, en fait, où j'ai découvert que le contrôle que j'avais du coup dans mon anorexie au niveau de la restriction physique pure et dure, je l'ai eu ensuite dans la restriction mentale, dans l'orthorexie, dans la peur de manger, et ensuite je l'ai eu dans le contrôle de ma guérison.
donc dans une vigilance constante, toujours la volonté de bien faire. Et en fait, c'est ce perfectionnisme qui me maintenait dans cette insécurité. Et en fait, c'est à cause de cette insécurité que de crise, les mécanismes du coup de survie se remettaient en place. Mais voilà, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça, exactement comment est-ce que je m'en suis sortie, étape par étape. Enfin, même si je sais pas s'il y a vraiment étape par étape, mais voilà, je pense que j'essaierai de faire une vidéo beaucoup plus claire par rapport à ça. Mais voilà, sachez que la restriction, enfin en fait, le contrôle n'est pas que dans la restriction physique. Le contrôle peut s'immiscer partout. Le perfectionnisme peut s'immiscer partout. Et moi, j'étais sans savoir, de manière très inconsciente, en fait, j'avais encore beaucoup de pensées de restriction mentale, mais en fait, je vivais depuis tellement d'années avec ça que je les avais tellement comme intériorisées que je me rendais même plus compte. Je me rendais même plus compte. Et en fait, c'est en travaillant avec un coach qui m'a fait réaliser que j'étais encore, en fait, dans ce mécanisme de contrôle, dans un mindset de contrôle. Et en fait, même si je fais l'alimentation intuitive, même si j'écoute mon corps, etc., je faisais à nouveau de cette méthode, j'en faisais une règle, j'en faisais une sorte de quête de performance. Et en fait, c'est vraiment cette quête de performance, ces règles dans lesquelles je m'enfermais. Donc, par exemple, dans l'alimentation intuitive, certes, je m'écoutais, certes, j'essayais de manger de tout, etc. Mais j'étais dans la règle, ah, oulala, il faut que, je dois, il faut que je m'écoute absolument, il faut que je mange que quand j'ai faim, il ne faut pas que je mange enfin, il ne faut pas que je mange émotionnellement. Donc, en fait, j'étais encore un peu dans ces trucs de il faut, je dois, il ne faut pas. C'est bien, c'est pas bien. En fait, voilà, dans ce truc un peu binaire de mindset black or white, de mindset c'est bien, c'est pas bien. Et comme s'il y avait une sorte de juge extérieur qui me dictait toujours si ce que je faisais était bien ou pas bien. J'étais comme soumis à cette sorte d'autorité extérieure. Et en fait, c'est ça qui me maintenait dans les crises. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai appris à me libérer de ça. Euh, et voilà, et je pense que le contrôle, je le mets en place à nouveau parce que c'est une sorte d'illusion de sécurité, en fait. Je mets en place ce contrôle parce que c'est une illusion de sécurité. J'ai l'impression que garder le contrôle, être dans le perfectionnisme, ça me met en sécurité parce que je me dis, bah, si je suis parfaite, si je suis dans le contrôle des choses, eh bien, les choses vont bien se passer, les gens vont m'aimer, je garde le... Voilà. Donc en fait, c'est exactement le même mécanisme, mais sauf, voilà, qui se déplace de manière plus subtile sur tout ça. Et ce qui fait que ça garde en place le mécanisme de survie, d'insécurité que le cerveau a mis en place. Et en fait, c'est une habitude aussi qui se crée dans le cerveau. Donc voilà, et en fait, aujourd'hui, au lieu de me référer à une sorte d'autorité extérieure, j'ai retrouvé ma liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien ou de mal. Je suis vraiment dans mon libre arbitre. J'ai appris à faire des choix conscients et surtout, j'ai appris à me soutenir, peu importe quoi qu'il arrive, en fait. Je ne suis plus dans une quête de guérir, je veux juste me foutre la paix, en fait. Je veux me foutre la paix, j'ai envie d'être libre et à nouveau de sortir de ces pensées binaires de c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, enfin voilà. Donc voilà, en fait, voilà, pour vous raconter un peu toute mon histoire. À nouveau, je ferai une vidéo, je pense, beaucoup plus en détail sur tout ça, sur comment est-ce que je m'en suis sortie exactement. Et voilà, en tout cas, si vous êtes resté jusque-là, écoutez, je vous remercie énormément. Merci d'avoir écouté tout ça. Je sais que c'était une longue vidéo, donc merci, merci, merci pour votre soutien. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que peut-être vous avez pu vous retrouver dans mon témoignage. J'espère que peut-être ça vous a redonné espoir de vous dire que bah, c'est possible de vous en sortir. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes en train de traverser ça, peu importe où vous en êtes sur votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Et je pense que c'est très important que vous puissiez vous faire accompagner avec une personne qui puisse vous aider en fait à naviguer tout ça, parce que ça reste un processus assez difficile. Et je sais qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes à naviguer tout ce processus, parce que je pense que voilà, sans me jeter de fleurs, mais je pense que si je m'avais rencontrée bien longtemps auparavant,
je pense que je m'en serais sortie quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste, ma mission, en fait, de me dire: «Mais je c'est pas possible, en fait, de rester, autant de temps, hem, bloquée, dans toutes ces problématiques, alors que la vie, elle est tellement plus douce, elle est tellement plus belle, sans toutes ces problématiques». Et si je peux vous faire, gagner, du temps, et voilà, en tout cas, j'espère que mes vidéos vous aideront à vous guider dans cette direction. Sachez que si vous êtes curieux ou curieuse, de savoir un peu ce que je fais, comment est-ce que je travaille, et cetera, et que peut-être, travailler avec moi, pourrait vous intéresser, n'hésitez pas déjà à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à me contacter, en message privé, je serai toujours là pour vous répondre. Et puis, sachez que je propose, une séance découverte offerte. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est une session, sur Zoom où on se rencontre, où on fait le point, potentiellement sur ta situation, où je te donne, mon feedback, et puis, je t'explique un peu comment est-ce que je fonctionne, qu'est voilà, comment est-ce que je travaille, et voilà, et on voit ensemble, si c'est quelque chose qui peut te convenir ou pas. Et en tout cas, voilà, je serais, vraiment, honorée et ravie de pouvoir t'accompagner sur ce chemin. Et sache que, c'est un processus, mais on en voit le bout. On voit la lumière au bout du tunnel, ça, c'est une certitude. Je pensais que j'allais potentiellement rester dans mes TCA toute ma vie, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus, vraiment un sujet. Ça l'est parce que j'en ai fait mon métier, mais voilà, je vis une vie, beaucoup plus, sereine, apaisée et libre. Voilà, moi, c'est mon mot, c'est je veux que vous puissiez retrouver votre liberté par rapport à votre relation à l'alimentation, votre relation au corps. Et voilà, en tout cas, à nouveau, merci beaucoup de m'avoir regardé, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.